À la une de ce 20h, le gouvernement au chevet des blessés de l'attaque de Mondoro. Le ministre délégué en charge de l'action humanitaire leur apporte un important lot de matériel. Oumarou Diarra a également rencontré les structures techniques et les ONG intervenant dans l'action humanitaire dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza. Tombouctou en chantier, une dizaine d'infrastructures est en cours de réalisation dans la région. Le gouverneur est descendu sur le terrain pour apprécier le bon déroulement des travaux. Son constat est satisfaisant. Suite de la série de reportages de la rédaction dans le cadre du 8 mars ce soir, gros plan sur Bamakan Kanadji. Elle est assistante réalisatrice en un stage à l'ORTM. Vous le verrez, notre cher Bamakan a connu une intégration rapide avec un parcours exceptionnel. Khadija Tokone l'a suivi pendant quelques jours à Bojora et à domicile. De la culture dans ce journal avec le festival d'Idadi qui a ouvert ses portes hier à Bougouni. Thème de l'édition 2022, l'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous et direction Koulouba, où le président de la transition a reçu ce matin la présidente du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, Doumbia Mama Kouaté, est en fin de mandat. Elle a fait le point de sa mission au chef de l'État avant de présenter les distinctions honorifiques qu'elle a reçues pour services rendus. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Tamsir Diabaté. À la fin de mon mandat, en tant que présidente du Fonds au profit des victimes, j'ai travaillé pendant 6 ans dans cette institution internationale pour aider les victimes par rapport aux préjudices qui sont causés sur elles pendant les conflits de masse. Et en tant que représentant des États d'Afrique, j'ai été élue présidente du Fonds mondial. Donc pendant ce mandat, j'ai eu à faire un travail que je voulais partager avec mon pays et les distinctions que j'ai reçues à la fin de ce mandat. C'est un honneur pour moi, pour le Mali, mais pour l'Afrique aussi, que je suis venue partager avec son Excellence le Président. On a fait un ricochet en exprimant la volonté et l'engagement des femmes à accompagner la transition, mais aussi à participer dans le processus de refondation de notre pays. Nous en avons parlé, mais je me suis focalisée sur le travail que je fais, parce qu'il fallait expliquer pourquoi je suis venue, quel travail j'ai fait et comment ça s'est terminé. J'étais venue pour ça, c'était l'objet de ma mission. Nous sommes citoyennes maliennes à part entière. Qu'on le veuille ou non, nous allons jouer notre partition dans ce processus. Le forum sur la diaspora malienne, c'est du 17 au 19 mars prochain. En prélude à cet événement, le ministre en charge des Maliens établi à l'extérieur a visité quelques entreprises des Maliens de la diaspora ici à Bamako. Grâce à leur capacité technique et financière, les entreprises créées par nos compatriotes établis à l'extérieur sont bien implantées et emploient d'autres jeunes maliens. Aloussine Touré. La maison du fermier, située à Baguineda, est la première entreprise visitée par le chef du département des Maliens établis à l'extérieur. Le promoteur Ousmane Konaté est un ancien footballeur malien ayant fait carrière en Espagne. Il a souhaité investir au Mali pour apporter son expertise et participer ainsi au développement de son pays d'origine. Amoureux de l'agriculture, il a aménagé 12 hectares sur les 200 qu'il possède. Ça fait 6 ans qu'on est là, qu'on a commencé ce projet. Quand même, on avoisine quand même plus d'1 milliard. Voilà, c'est des dépenses ça a pris beaucoup de dépenses au début. Surtout on est sur fonds propres. Ici, nous avons beaucoup de choses. On a la production animale, la production végétale, et puis on a la transformation. Donc on va dire, au niveau animal, on a chameau, on a vache, on a mouton, cabri, chevaux, tortues, crocodiles. Et après en maraîchage, nous avons de l'oignon, nous avons de la tomate, la papaye, un peu de tout, on va dire. Directement, on emploie 30 personnes ici, et puis on a 10 indirects. Autre entreprise, autre réalité. Oumou Kamara est promotrice de l'entreprise Santé Mobile située à Amdalaï ACI 2000. Comme son nom l'indique, Santé Mobile exerce dans le domaine des soins à domicile, un domaine encore vierge au Mali. En 2019, j'ai fait le pari de retourner au Mali m'installer pour pouvoir contribuer au développement sanitaire, économique et social du pays. À ce jour, on emploie 35 personnes. La plupart sont des infirmières,
avec des contrats salariés. Et nous travaillons aussi avec des prestataires, pour la plupart qui sont médecins. La maison des lunettes et le salon de coiffure Le Barbier appartiennent également à un autre expatrié malien, désormais créateur d'entreprises pour les jeunes Maliens. Les Maliens de la diaspora s'organisent au sein d'une association dénommée Union des ambassadeurs. On travaille dans le cadre de l'investissement productif de la diaspora et dans le cadre de nos objectifs avec le ministère, dans le cadre du forum qui va être organisé le 17 et le 19. Nous avons pris part aux préparatifs de l'organisation du forum et nous avons tenu à ce que M. le ministre vienne voir une entreprise issue de la diaspora qui est implantée et qui illustre ce qu'est l'investissement productif de la diaspora. Le forum de la diaspora est une formidable opportunité pour les Maliens de la diaspora qui veulent faire connaître leur expertise. Nous avons été vraiment très soulagés de constater que notre diaspora revient. Surtout, je voudrais adresser un grand remerciement à l'Union des ambassadeurs qui sont vraiment la locomotive de toutes ces réalisations et qui ont des projets vraiment ambitieux pour le pays et encourager aussi la jeunesse de la diaspora à venir investir au Mali. Et ça, c'est le rôle que le département se fait sien et nous sommes vraiment à leur disposition pour la réalisation de tous les projets qui vont dans l'intérêt du Mali et de son peuple. Rendez-vous est donc pris pour les 17, 18 et 19 mars prochains pour faire connaissance avec nos expatriés porteurs de projets. Le ministre délégué en charge de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés à Mopti, Oumarou Diarra, a rendu visite aux militaires blessés suite à l'attaque de Mondoro. Il leur a apporté le message de soutien du gouvernement et du peuple malien avant de leur remettre un important lot de matériel. Le ministre Diarra a également rencontré les structures techniques et les ONG intervenant dans l'action humanitaire dans les régions de Mopti, Bandiagara et d'Ouanza. Oumar Maïga pour le reportage. Visite aux blessés militaires de l'attaque de Mondoro admis à l'infirmerie de garnison du camp Amadoun Bari di Balobo de Sévaré, rencontre d'échange avec les responsables des structures techniques en charge de l'action humanitaire, la société civile, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, les autorités politiques et administratives, ce sont entre autres les axes forts qui ont marqué les activités du ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des déplacés et des réfugiés à Mopti. Au camp Amadoun Bari di Balobo de Sévaré, le ministre Oumarou Diarra a procédé à la remise d'importants lots de matériel composés entre autres de balles de couverture, d'appareils, de savon et d'eau de javel. Être au chevet de ces blessés, c'est un devoir moral pour l'ensemble des autorités de la transition. Donc au nom du président de la transition, au nom du Dr Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, nous avons voulu souhaiter prompt rétablissement à ces blessés. Le plus gros du travail repose sur les épaules de l'armée malienne. Un homme n'a rien de plus cher que sa vie. Voilà des hommes qui se sont engagés pour ça. Donc en ce sens, nous disons bravo à l'armée malienne. Chaque visite, c'est un réconfort. Et pour la population, aujourd'hui, c'est une touche principale pour les femmes. Nous lui disons merci et à travers lui, toutes les autorités de la transition. Autre temps fort, le cadre d'échange avec la communauté humanitaire composée d'ONG nationales et internationales. L'État a engagé un vaste programme de renforcement de résilience à l'endroit de la communauté déplacée et vulnérable. Il est bon pour les responsables que nous sommes d'avoir de contacts directs avec les acteurs concernés pour partager les informations et donner les orientations par rapport à la prise en charge de nos compatriotes en besoin d'être assistés. L'espace d'échange a permis à l'ensemble des acteurs de dresser un bilan des actions menées en faveur des couches vulnérables des régions de Mopti, Banyangara et Douanza et d'envisager la mise en œuvre des plans de contingence régionale 2022 pour les structures techniques et le plan de réponse humanitaire 2022 pour les ONG. Restons en 5e région où il est question de la prévention de la gestion des conflits dans l'espace frontalier Mali et Burkina Faso. C'est une rencontre de sensibilisation des acteurs locaux des régions du nord et du centre du pays, une initiative de la Direction nationale des frontières. Daouda Diakité. Les acteurs locaux, autorités administratives et représentants des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile des régions de Bandiagara, San et Mopti pour le centre,
Tombouctou, Gao et Menaka pour le Nord sont concernés par cette rencontre de sensibilisation sur la gestion et la prévention des conflits dans l'espace frontalier du Mali et du Burkina Faso. C'est une initiative de la Direction nationale des frontières. La finalité recherchée, c'est pour que les espaces transfrontaliers entre le Mali et le Burkina soient des espaces de paix, des espaces de développement entre les populations, des espaces où les échanges vont prendre cette allure et permettre la prospérité des localités frontalières de part et d'autre. La communauté de destin que partagent les deux peuples du Burkina Faso et du Mali commande une synergie d'action et une convergence de vues pour favoriser un climat de bonne cohabitation dans les espaces frontaliers. Ça nous permettra de diluer beaucoup de difficultés qui ont par le passé amené des antagonismes entre les populations. Et du moment où les jeunes constituent le centre même de gravité de cette approche, nous osons espérer de lendemain meilleur et de lendemain paisible pour nos populations transfrontalières. À noter que cette rencontre qui dure 2 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunesse et Paix, approche frontalière entre le Burkina Faso et le Mali, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Plus de 70%, c'est le taux d'exécution des travaux d'une dizaine de chantiers lancés dans la ville de Tombouctou. Constat du gouverneur de la région à l'issue d'une visite d'évaluation. Les travaux financés entièrement sur budget national sont exécutés par des entreprises locales. Yaya Tandina. Par cette visite sur le terrain, le chef de l'exécutif régional voulait s'enquérir de l'évolution des travaux sur une dizaine de chantiers dans la ville de Tombouctou. Première étape, l'aire de prière aux places Sarkilla. Ensuite, les bâtiments des services techniques, à savoir les directions régionales des domaines, du développement social, des impôts, des routes, des services vétérinaires, celle de la production animale et la place de l'indépendance. Un sentiment de satisfaction pour avoir constaté l'évolution normale de ces différents chantiers qui sont entièrement financés par le budget national. Ils sont à un taux d'exécution dans l'ensemble à plus de 70%. On n'a aucun problème. Par rapport à l'ensemble des chantiers, tout ce qui a été visité, ça évolue normalement, excepté au niveau du développement social où il y avait des problèmes un peu au niveau de la jetière. Des travaux entièrement exécutés par des entreprises locales et sur le budget national. La ville se réjouit totalement par ces chantiers qui redonnent le sourire. Nous sommes plus heureux par la construction de Sarkilla et la place de l'indépendance dont les dividendes reviennent aux communautés. Merci aux autorités de la transition et au gouverneur pour la diligence des travaux. Je tiens à le souligner. Tout ce que nous avons fait ici, c'est la transition, les autorités de la transition qui nous ont autorisés à faire tous ces travaux et entièrement financés par le budget national. La place de l'indépendance de Tombouctou, entièrement réhabilitée sur 3 composantes, à savoir la tribune dotée d'un magasin souterrain, la stèle à l'insigne au Maïssa et l'embellissement de la place. Sikasso disposera bientôt d'une mosquée, d'une grande mosquée et d'un complexe scolaire franco-arabe. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en visite dans la région, s'est rendu ce vendredi sur le site de ces futures infrastructures. Les détails, c'est avec Moustapha Doumbia. Il s'agit d'un site situé à Sikasso Wayerma 2 qui doit abriter un complexe scolaire franco-arabe et une mosquée. Le dit complexe va compter 12 salles de classe et sera financé dans le cadre du partenariat avec le Qatar. Cette coopération a donné fruit à cette promesse, même le financement même est acquis pour que les sites enfin puissent abriter cette grande mosquée et ce complexe scolaire à Sikasso ici. Ça va recevoir les enfants en franco-arabe du premier cycle jusqu'au niveau secondaire. Et il y aura aussi même pour la formation professionnelle. Le ministre a aussi invité les enfants et leurs parents à s'impliquer pour la réussite de l'initiative. Le message que j'ai adressé aux parents et aux enfants de Sikasso et partout même au Mali, parce que c'est un peuple imbu une fois, est la l'assiduité, la cohésion sociale, l'entraide et la convivialité. Lorsque chacun prend à bras le corps la situation de son pays, donc je crois qu'en ce moment, ça donne le courage aux autorités aussi d'aller chercher des financements pour des réalisations qui seront bénéfiques pour la population. En prélude à cette visite des sites, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso.
À Nioro, le gouverneur rencontre toutes les forces vives de la région. Objectif, impliquer davantage toutes les couches socio-professionnelles dans l'opérationnalisation de la nouvelle région. Les explications avec Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette rencontre de toucher du doigt tous les points liés à son développement harmonieux et durable et de débattre tous les aspects relatifs à son opérationnalisation. Cet appel du gouverneur de la région s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la région de Nioro. Partagé avec tous les participants, services d'État, représentants de la société civile, secteur privé et autres, pour que nous puissions partager la vision du gouverneur qu'il a voulu imprimer à cette région. 2 heures de débat ont permis aux participants de se rendre compte que la région est bel et bien en marche et que chacun doit apporter sa pierre pour son autonomisation. Les Niorois ont été toujours au rendez-vous de l'honneur. La région est là et nous allons tous œuvrer pour son opérationnalisation. Les chefs des services qui sont là, tout ce qui était cher à cette population pour le démarrage et l'opérationnalisation de sa région est là. Le président de la transition, chef de l'État et son Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Shugel Kokala Maïga, sont à pied d'œuvre pour pouvoir donner tous les moyens pour les nouvelles régions pour qu'elles soient opérationnelles. La nouvelle région de Nioro dispose déjà d'une quinzaine de services régionaux. Et l'on en vient au grand format de ce 20h et suite donc de notre série de reportages dans le cadre de la célébration du 8 mars. Notre héroïne de ce soir s'appelle Bamakan Kanadji, elle a 23 ans. Bamakan est une personne de petite taille, moquerie, discrimination et même insultes ont été le quotidien de Bamakan à l'enfance. Aujourd'hui, elle est en stage à l'ORTM, ici à Bozola donc, et grâce à sa persévérance et à sa détermination, Bamakan arrive à s'adapter et à faire correctement son travail d'assistante à la réalisation. Le reportage est signé Khadia Toukone. Aucune statistique ne donne le nombre exact de personnes de petite taille au Mali. Toutefois, il est établi que leur taille varie entre moins d'1 mètre et 1,40 m. Et très peu d'entre elles parviennent à terminer leurs études et à s'insérer dans le monde du travail à cause des moqueries et discriminations. Bamakan, 23 ans, 1,29 m, est une personne de petite taille. Elle est la seule née avec cet handicap dans une famille de 5 enfants. Les parents de Bamakan ont tenté de tout mettre en œuvre pour son bien-être. C'est après sa naissance maintenant que j'ai été mis un peu devant les faits accomplis. On a constaté que vraiment il ne faisait pas le volume des autres enfants. Donc on a eu des dispositions à prendre. La famille ne voit pas les conditions de vie de Bamakan comme un problème, mais juste de petites difficultés à surmonter. Elle s'énerve vite, mais on comprend. Parce que c'est sa taille qu'il a faite. Donc, il n'y a pas de problème entre nous ici. En fait, tout le temps, quand je sortais, les gens me disaient hey, ton père t'a échangé pour qu'il soit riche, quoi. Quand on m'a dit ça seulement, je suis venue dire à ma maman. Et ma maman dit c'est pas vrai. Il y a des élèves qui me disaient Kirikou, Tunduru, c'est la vie. Je vais pas changer de physique. Je vais rester comme ça éternellement. Donc, il faut que je m'adapte à ça. Bamakan a été toujours traitée comme une enfant normale. Elle bénéficie tout de même d'une protection spéciale de son père. J'ai instauré quelque chose dans ma famille. Il faut que les gens la respectent. Et puis qu'elle ne soit pas mal à l'aise dans la famille. Vraiment, je dis que vraiment, je ne serais pas d'accord du tout. Marcher, monter un escalier ou dans une voiture, des gestes anodins mais qui demandent beaucoup d'efforts à Bamakan. Bien que son handicap la gêne quelquefois, elle a su adopter son quotidien pour être plus autonome. Un jour, je me suis lavée, je voulais m'habiller.
Donc j'ai vu personne. Il n'y avait pas ma maman, il n'y avait personne. Donc je n'arrivais pas à prendre mes habits. Donc j'ai pleuré. Et depuis ce jour, mon père a fait en sorte que je puisse prendre mes habits sans l'aide de personne. À un moment, Bamako n'avait personne à qui parler. Son seul moyen de se soulager était de pleurer. Pleurer et encore pleurer. Car dès qu'elle sortait, tous les regards étaient tournés vers elle. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Bamako est restée dans le cocon familial. C'est difficile parfois. Parfois, je me dis, hey, je suis comme ça, je suis différent des autres parce que je suis comme ça. Je m'énerve vite. Pour Bamako, il est très difficile d'affronter les choses de la vie et c'est par sa persévérance qu'elle est parvenue à décrocher une licence en audiovisuel au CEFIB, Centre d'études de formation en informatique et bureautique. Cette persévérance, elle la doit à l'association des personnes de petite taille qui l'a beaucoup soutenue pour son acceptation de soi. Je pensais que si j'étais la seule, donc je me suis dit, hey. Et j'ai fait toute la journée en train de pleurer là-bas. Je ne pleurais pas parce que ça ne m'a pas plu d'aller là-bas, mais ça m'a fait plaisir de voir mes semblables. C'est pour combattre cette stigmatisation, sensibiliser et faire connaître le nanisme comme un handicap qu'une association de personnes de petite taille a vu le jour au Mali en 2008. Et cette association regroupe aujourd'hui plus de 1500 personnes à travers le Mali. Me souvenant de toutes les difficultés que j'ai eues pendant mes études primaires et secondaires, j'ai alors pensé que je peux lutter contre l'exclusion sur toutes ses formes. C'est en ce moment que l'idée m'est venue de commencer à recenser pour créer l'association. Bamako, avec vraiment son courage, elle s'impose comme la présidente. Elle est dans le bureau même, elle est chargée de l'emploi et de la formation professionnelle, secrétaire chargée. Elle a fait le stage à l'AGEFO et maintenant, cette année, elle est à l'ORTM. C'est en septembre 2021 que Bamako a eu un stage rémunéré grâce à la pêche à l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali. Depuis qu'elle a intégré la grande famille ORTM, son quotidien a changé positivement selon ses dires. Je m'entends avec tout le monde. Le samedi et dimanche, je suis pressée que lundi arrive pour que je puisse venir ici. C'est une grande famille pour moi. C'est à la section des installations fixes de la télévision que Bamako effectue son stage. Une section qui se charge de la production et de l'entretien des équipements. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Le programme, c'est quoi ce matin? Donc maintenant, tu vas ouvrir la salle JT, allumer les machines et voir s'il y a des problèmes. Tu viendras me faire le compte rendu. Ok. Courageuse, travailleuse, joviale et surtout très comique, Bamako est appréciée jusqu'au plus haut niveau de l'administration de l'ORTM. Son intégration a été très rapide malgré son handicap, on va dire, entre guillemets. Elle n'a pas de complexe, elle travaille avec des agents, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle est très agréable et j'avoue que personnellement, quand j'ai des petits moments, j'aime bien descendre dans sa salle et aller échanger un peu avec elle. Je me réjouis de sa présence ici à l'ORTM et ça fait partie aussi de notre mission de faire en sorte que tous les Maliens se retrouvent. Et aujourd'hui, comme on dit, selon un slogan que nous avons ici à l'ORTM, chacun compte. Et l'antenne, ça se passe très bien? Oui, ça se passe bien. La taille n'a vraiment pas impacté son esprit d'équipe. Ce qui est incroyable chez elle, c'est sa curiosité. C'est ce qui est recommandé même dans la technique. Elle me dit de l'apprendre à monter et aussi en même temps, tout le temps on est là, on cause. Elle est très sympa avec moi. Oui, Bamako a fait de son handicap une force, un atout, car selon elle, c'est sa taille qui est petite et non sa personne. Je vais me battre pour avoir ce que je veux. La partie la plus sensible de notre tournage a été celle où Bamako parle de sa maman, qui l'a beaucoup soutenue, encouragée et conseillée durant les moments les plus difficiles de sa vie. Ma maman, je tiens à la remercier. Elle m'encourageait et me disait
soit fort. Franchement, je l'aime bien. Et je prie Dieu pour qu'elle guérisse. C'est grâce à sa mère que Bamako a pu prendre la vie du bon côté. Elle ne se gêne surtout pas de faire des blagues sur sa taille, histoire de détendre l'atmosphère au bureau. Et ce qui fait d'elle la plus chouchoutée à l'ORTM aujourd'hui. Et à l'ORTM, on l'appelle Djandjigi Waramassa. Bravo pour ce reportage, Khadija Toukone. Et ces images qui viennent de nous parvenir, l'arrivée à Kaï d'une vingtaine de marcheurs sénégalais. Et tenez-vous bien, ils viennent d'effectuer une marche de plus de 1000 km entre Dakar et Kaï en 26 jours. Ces citoyens sénégalais apportent leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Modibo Keïta a suivi l'accueil chaleureux qui leur a été réservé dans la Cité des Rails. Le panafricanisme est ainsi symbolisé par ce geste de nos frères et sœurs sénégalais. 1360 km, c'est la distance parcourue par la vingtaine de Sénégalais, dont 4 femmes. Figurez-vous, cette distance, ils l'ont parcourue de Dakar à Kaï, il leur a fallu 26 jours. Un seul objectif, apporter leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien suite aux sanctions prises par la CEDEAO contre notre pays. Le Sénégal et le Mali, c'est le même peuple. Nous ne pourrons jamais dissocier ces deux peuples. Avant, il y avait la Fédération du Mali. Donc nous, notre premier président, ce n'est pas Senghor, mais c'est Modibo Keïta. Modibo Keïta, c'est le premier président du Sénégal. Modibo Keïta, aujourd'hui, a déchiffré le chemin sur lequel est Assimi Goïta. Et comme l'a dit Ibé, nous sommes venus pour soutenir le peuple malien et nous soutenons aussi les autorités de la transition. Parce que chaque pays a le droit de choisir son propre chemin. Nul n'a le droit de dicter à un pays indépendant le chemin à suivre. Ce geste ô combien réconfortant a bénéficié d'un accueil des grands jours de la part des Kaïsiens. Vous vous rappelez que le 14, nous avons fait une sortie historique pour montrer au monde entier que le peuple malien est en communion avec ses autorités. Aucun paradigme qui ne tienne compte de cela ne peut prévaloir. Je voudrais tout juste dire, c'est comme si nous étions à l'école. Depuis 60 ans, nous sommes en train de faire des examens, mais nous ne parvenons pas à réussir. Aujourd'hui encore, l'examen est en vue. Nous sommes en période de révision pour définitivement réussir l'examen de l'unité africaine. Chers frères, j'ai juste 3 mots à dire. Bienvenue, félicitations, merci. Signalons que 7 Kaïsiens, dont 2 femmes, ont décidé de se joindre à leurs frères et sœurs sénégalais pour le reste du trajet Kaï-Bamako, long de 610 km. Des marcheurs qui sont attendus dans les prochains jours dans la capitale malienne. 3e camp de l'entrepreneuriat féminin, une initiative de l'ONG Al-Barka. 500 femmes rurales sont mobilisées pour participer à ce camp. L'événement est lancé en présence du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Youssouf Diakité. Ce sont plus de 500 femmes rurales venues principalement de l'intérieur du pays à prendre part à ce 3e camp de l'entrepreneuriat féminin. L'initiatrice a certainement des motivations. On s'est dit qu'avec Al-Barka, on s'est dit que les femmes jouent un rôle de choix dans le développement de notre pays. Et cette année spécialement, le thème national choisi par le gouvernement, nos autorités de la transition, est la place et le rôle de la femme dans la refondation. Pour vous dire combien elles occupent une place de choix dans ce processus de refondation du Mali Koura. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu lancer cette 3e édition du camp entrepreneuriat féminin spécial femmes rurales et avec quelques lots de femmes handicapées pour dire que c'est ensemble,
C'est ensemble que nous pouvons aller vers cette refondation. Selon la présidente de la CAFO, des opportunités du genre en faveur des femmes, surtout rurales, doivent être multipliées. Aujourd'hui, c'était le 8 mars des femmes rurales. Donc moi, je pense que la fondation ou l'ONG Al-Barka, n'est-ce pas, a comblé ce gap-là par rapport à la prise en charge, n'est-ce pas, des femmes rurales. Donc les femmes rurales vont rentrer en camp, elles vont bénéficier de formation, renforcement des capacités, elles vont bénéficier à la sortie d'équipements productifs. On va les sensibiliser sur leurs droits. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions explique que cette initiative cadre parfaitement avec les objectifs de son département. Nous avons découvert que la volonté paye, surtout la volonté féminine, consciente de ses difficultés, mais debout devant l'adversité. L'adversité de la pauvreté, l'adversité justement du manque de ressources, l'adversité de difficultés à éduquer les enfants à l'école, à les instruire, à se soigner, à mener des activités génératrices de revenus. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite des expositions. La Banque nationale pour le développement agricole du Mali remet 23 millions de francs CFA à la chaîne de l'espoir de l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. C'est pour la prise en charge de 10 enfants malades du cœur. Inaba pour le reportage. La solidarité est une des valeurs cardinales de notre société. Cela s'est matérialisé par la remise d'un chèque de 23 millions de francs CFA par la Banque nationale pour le développement agricole à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. Cette somme est destinée à la prise en charge du forfait opératoire de 10 enfants souffrant de maladies cardiovasculaires. Le service de chirurgie cardiovasculaire Saint-André Festoc enregistre une moyenne de 2 interventions chirurgicales par jour. Malgré ces résultats, le nombre d'enfants sur la liste d'attente s'accroît d'année en année, car des nouveaux enfants naissent tous les jours avec cette malformation. En effet, à ce jour, plus de 3500 enfants sont en attente d'opération de cœur. Pour la 3e année consécutive, cette structure bancaire donne de l'espoir à ces enfants désespérés pour leur prise en charge. Cette phase concernait 5 enfants en 2020, 10 en 2021 et autant en 2022. Face à ce chiffre croissant et alarmant, la BNDA s'est sentie interpellée et a pris en charge l'opération chirurgicale de 10 enfants. Cette enveloppe, certes minime par rapport aux besoins, elle a tout son sens pour pouvoir motiver d'autres volontés à se joindre à nous pour venir en aide à ces enfants qui en ont tant besoin. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de l'entreprise de la Banque verte. Et l'accès à la santé aujourd'hui est une préoccupation pour la BNDA. Son accompagnement, notamment pour les enfants malades du cœur, constitue une priorité des priorités, notamment pour les enfants issus des familles ou des couches défavorisées. Je souhaiterais que l'année prochaine, qu'on ne soit pas la seule banque à porter le flambeau, qu'on ait d'autres banques partenaires qui puissent partager cette vision, cette conviction d'aider les enfants malades du cœur. Au Mali, la mortalité occasionnée par les maladies cardiovasculaires est très importante. Elle représente 15 à 20% de mortalité et de morbidité hospitalière. La responsable du département de la santé a signé une convention pour la prise en charge de 100 enfants sur 2 ans. Aujourd'hui, c'est la remise de 23 millions. Franchement, je tiens à remercier la banque pour l'initiative, mais aussi le personnel de l'hôpital pour son engagement. Parce que si on constate le plateau technique de cet hôpital, franchement, ça nous rend fiers d'être maliens. La prise en charge des enfants malades du cœur, autrefois, on les voyait partir à l'extérieur pour la prise en charge, mais aujourd'hui, la prise en charge se fait ici au Mali. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 11% des décès au Mali et chaque année, 800 à 1000 cas pédiatriques sont détectés. Et le point de la maladie à coronavirus au Mali, ce vendredi, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs, 3 patients guéris et 0 décès. 40 patients sont actuellement sous traitement. Les autorités sanitaires appellent toujours à la vigilance et à la vaccination.
16e session ordinaire du conseil d'administration de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Sur la table des administrateurs, l'évaluation des activités réalisées en 2021, la mise en œuvre du programme national de réduction de la pauvreté et plusieurs autres sujets. Ousmane Diakité, reportage. Vaincre la pauvreté au Mali, telle semble être la ferme conviction des administrateurs de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Ils sont justement réunis à la faveur de leur 16e session ordinaire pour étudier les voies et moyens pouvant aboutir au développement humain durable et la réduction de la pauvreté dans notre pays. Notre mission principale, c'est de réaliser des études et des recherches sur la pauvreté et le développement humain durable. Il faut dire que courant l'année 2021, en termes de défis, effectivement, les réalisations majeures, nous avons réalisé un peu ce qu'on appelle le profil socio-économique de l'ensemble des communes du Mali. La présente session du conseil d'administration nous permettra de valider, d'une part, les rapports d'activité et l'exécution financière 2021 et d'autre part, le programme de travail et le projet de budget au titre de l'année 2022. Au grand complet, ces administrateurs veulent des solutions appropriées pour un développement à long terme. En dépit d'immenses efforts déployés dans le domaine de la promotion du développement humain durable au Mali, l'état du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté de notre pays nous interpelle tous. En termes de défis, eu égard au contexte de crise sécuritaire, institutionnelle, politique, économique et sanitaire. Ces défis portent, entre autres, sur la problématique de la pauvreté multidimensionnelle au niveau des communes, le suivi régulier des indicateurs retenus dans les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et la liste n'est pas exhaustive. La Coalition pour l'environnement et la lutte contre les produits chimiques au Mali lance ses activités. Son objectif, protéger l'environnement et la santé des populations en luttant contre l'utilisation des produits chimiques, surtout dans les zones d'orpaillage traditionnelles du pays. Boubacar Bablé-Touré. L'utilisation des produits chimiques constitue un véritable problème de santé publique et une menace pour l'environnement, en l'occurrence les sites d'orpaillage dans notre pays. Face à cette situation, des hommes et des femmes ont décidé de se regrouper au sein de la Coalition pour l'environnement et la lutte contre les produits chimiques au Mali, CEPMA. Ils entendent jouer leur partition dans la lutte contre l'utilisation des produits chimiques, d'où ce lancement officiel des activités de la Coalition. Dans un contexte de libéralisation et de mondialisation où l'orpaillage connaît un regain d'explosion au Mali, exposant les communautés locales aux produits chimiques toxiques issus de l'orpaillage, que la CEPMA se veut un acteur incontournable auprès du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers des actions d'information, de sensibilisation, des plaidoyers en vue de contribuer efficacement à la mise en place de la politique nationale de protection de l'environnement. La coalition entend mener sa lutte en mettant l'accent sur la sensibilisation et l'éducation environnementale des communautés en matière d'utilisation de ces produits chimiques par les orpailleurs. Vous êtes en train de faire un pas très important de notre mission. Cette mission dévolue à l'État qui est réalisée à minima et qui aujourd'hui trouve vraiment des hommes et des femmes décidés à réagir, mais aussi à faire en sorte que nous puissions gagner cette lutte-là. Cette organisation, qui a vu le jour le 12 février 2019, regroupe en son sein une soixantaine d'associations et d'ONG évoluant dans le domaine. Terminons ce journal en beauté avec la région de Bougouni qui vibre de nouveau au rythme du festival d'Idadi. Cette 9e édition est placée sous le thème « L'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local ». Ouverte hier dans le Bani Mounottier, l'édition 2022 de ce rendez-vous culturel de Bougouni sera marquée par des activités économiques, artistiques et sportives. Fousseni Tunkara est sur place pour ORTM 1. Le Festival international de Bougouni vers la maturité. Le rendez-vous culturel est à sa 9e édition cette année. Une maturité qui nécessite de nouvelles visions pour la pérennisation des acquis. Il est important et nécessaire de renforcer notre dispositif organisationnel en créant un comité scientifique qui a comme prérogative de réfléchir et de donner une orientation stratégique à l'événement. En plus du comité scientifique,
Un processus de création d'un cadre de concertation régionale est en cours. Chaque année depuis 2014, le festival d'Idadi de Bougouni crée plus de 450 emplois temporaires. Ce souci de promouvoir l'employabilité des jeunes a inspiré les organisateurs de l'événement de choisir cette année un thème relatif à l'emploi. Cette 9e édition est placée sous le thème « L'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local ». L'idée est d'inciter les jeunes femmes et hommes de la région à comprendre le sens de l'initiative privée. Le ministre de la Culture, les autorités administratives de la région, tous apportent leur soutien au festival d'Idadi. Notre engagement à soutenir cet événement est un choix de principe, nourri à la conviction que le bien-être social tant recherché passe nécessairement par la synergie des capacités locales et régionales et que la culture, arme de l'espoir, ne tiendra ses promesses et locomotive du développement que dûment attelée au train d'initiatives de base comme celle-ci. De fil en aiguille et depuis 4 ans, les organisateurs du festival d'Idadi ont pu se faire un site pour accueillir les festivaliers. Une dynamique saluée par le ministre Guindo. Le directeur du festival d'Idadi s'inscrit dans la dynamique enclenchée par le professeur Feu Joseph Kizerbo qui disait dans son ouvrage intitulé « À quand l'Afrique ?» je cite, « Il faut infrastructurer nos cultures, car une culture sans base matérielle et logistique n'est que vent qui passe. » Cette cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par la visite de la foire d'exposition. Ici, plus de 200 exposants de plus de 7 nationalités proposent leurs produits. La nuit, les festivaliers ont pu assister au premier concert géant. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du soir. Prochain rendez-vous sur nos antennes tout à l'heure à 23h avec Marianne Kodé. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.